Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Clément Lessort, je suis journaliste économique et surtout très très heureux de vous accueillir, de vous retrouver pour cette seconde journée du Forum économique breton, 4e édition. Rendez-vous compte, comme ça passe vite, de ce magnifique premier grand rendez-vous économique de la rentrée pour notre territoire. Alors on va parler évidemment dans cette séquence transformation numérique au service de la révolution énergétique. J'en profite très rapidement pour vous demander d'avoir la courtoisie et la gentillesse de mettre vos téléphones portables en mode silencieux pour la bonne qualité de nos échanges. Vous continuez de réagir bien sûr avec le hashtag FEB 2023 et vous retrouvez l'ensemble des informations sur ce très beau site fe-breton.bzh bien entendu. Transformation numérique justement au service de la révolution énergétique, deux forces motrices qui convergent et qui vont converger plus que jamais. Comment ces deux mondes peuvent-ils se nourrir d'ailleurs pour accélérer le passage à une société plus durable et résiliente, atteindre au plus vite nos objectifs zéro carbone. Vous savez que le fil rouge, évidemment, de cette édition, cette 4e édition, c'est l'économie régénératrice. On en parle depuis hier matin. Comment utiliser la puissance de la data, ce nouveau carburant, de l'IoT, de l'intelligence artificielle et des technologies de l'information pour rendre nos systèmes énergétiques plus intelligents, plus efficaces, on en parlera, plus flexibles et moins dépendants, bien sûr, des sources d'énergie non renouvelables. Une révolution numérique qui offre des outils inédits pour optimiser, réinventer et démocratiser les solutions énergétiques de demain. Pour en parler avec nous, nos trois grands témoins. Merci d'accueillir, d'applaudir bien sûr, et d'accueillir chaleureusement Vincent Bedouin, Pierre Ribaut et Hugues Meili. Merci, messieurs, à tous les trois d'être là. Je vais commencer avec vous, Vincent Bedouin, président-directeur général de la Croix Group, ETI technologique industrielle internationale, créée en 1936 à Nantes, spécialiste dans la sous-traitance électronique et des territoires intelligents autour de trois pôles, trois métiers pleinement complémentaires, électronique, city et environnement. Vous employez 5300 personnes répartis dans 13 pays à travers le monde pour un chiffre d'affaires de 708 millions d'euros. À vos côtés, Pierre Ribaut. Bonjour Pierre, merci beaucoup d'être avec nous également. Directeur général au France pour Veolia, premier opérateur français de services d'eau. Vous gérez les services de dépollution et de dévalorisation des eaux usées pour les collectivités publiques et pour les industriels partout en France. 79 millions de personnes desservies en eau potable pour quelques chiffres, 2750 usines de traitement des eaux usées opérées, 3367 usines de production d'eau potable gérées, 61 millions d'habitants raccordés en assainissement, 50 000 collaborateurs pour Veolia au France. Et puis on pourra revenir avec vous sur quelques chiffres, quelques métriques évidemment pour notre belle région de Bretagne. Hugues Meili, pour terminer, bonjour mon cher Hugues, merci d'être avec nous, président directeur général de Niji, bien sûr, créé à Rennes en 2001, cette société de conseil de design et de mise en œuvre technologique, unité opérationnelle à Rennes, Nantes, Bordeaux, Lyon, Lille, une filiale à Singapour et à Casablanca plus récemment, 1200 collaborateurs qui vous accompagnent au quotidien pour un chiffre d'affaires de 115 millions d'euros et 128 attendus en 2023, ça c'est pour les bonnes prévisions. Vous accompagnez évidemment plusieurs centaines de sociétés et organismes publics dans leur transformation numérique. Il en sera pleinement question dans nos échanges, de la stratégie à la relation usagée, en passant bien sûr par la définition de leur offre, et puis jusqu'au design, bien sûr. Mon cher Hugues, peut-être un mot quand même en chapeau de cette séquence. Vous êtes à l'initiative de cette table ronde et de ce joli casting. Pourquoi mettre ce sujet dans cette 4e édition du Forum économique breton? Je disais converger ces deux forces motrices. Et pourquoi avoir constitué ce très joli panel de ces gentlemen? Bonjour à toutes et à tous, merci Clément. On parle beaucoup de transition, de transformation écologique, environnementale et d'ailleurs sociale aussi. C'est un petit peu le thème de ce FEB, en mettant peut-être un peu trop en retrait le fait que le numérique est un socle absolument nécessaire pour que toutes ces transitions puissent se faire, pour que toutes ces transformations puissent s'opérer. Et beaucoup d'entreprises s'en rendent compte, parfois à leurs dépens. S'il n'y a pas eu assez d'investissement dans la mise en œuvre d'un socle technologique, d'un socle numérique suffisant, ces transformations, à un moment ou à un autre, elles rencontrent un obstacle, elles ne peuvent pas avancer. Et il faut replanifier, il faut refaire prendre des décisions d'investissement sur le numérique qu'on avait un petit peu oublié. Et donc, effectivement, il y a une convergence entre toutes ces transitions ou transformations ou bifurcations, et il m'a semblé important d'en parler. Et c'est le sens même de cette table ronde que Niji était légitime de parrainer, puisque effectivement notre raison d'exister, c'est d'accompagner la transformation numérique des entreprises et de leur offrir justement ce socle qui leur permet d'avancer dans leurs autres transformations, qui peuvent apparaître parfois plus essentielles, notamment parce qu'elles sont aussi adossées, si je puis dire, à des taxonomies qui constituent des mesures coercitives ou au contraire incitatrices, et que du coup, il n'y a pas le choix, on avance.
Oui, mais il ne faut pas en oublier pour autant ce socle numérique. Alors pourquoi Veolia, pourquoi Veolia et la la Croix? Croix? D'abord parce que ce sont, indépendamment du fait qu'on les convie à cette table ronde, deux partenaires du FEB significatifs, très significatifs, et ensuite parce qu'on a finalement la complémentarité entre un fournisseur de solutions, un industriel, un fournisseur de solutions technologiques au cœur des transitions dont on parle, environnementales, écologiques, énergétiques en particulier, la Croix, régionale aussi, internationale bien sûr, mais régionale par son ancrage. Et puis on a un des premiers opérateurs mondiaux sur un certain nombre d'aspects de cette transition énergétique qui utilisent ces solutions, celles de la Croix bien sûr, mais d'autres. Et donc finalement il y a cette complémentarité entre les trois pans essentiels de l'équation. C'est ce que nous allons constater évidemment dans nos échanges, la pertinence de ce panel. On n'en doute pas, Vincent, je voudrais commencer avec vous, Vincent Bedouin, et partir de l'ADEME, parce que vous avez envie de partir de l'ADEME, et notamment de ces 4 scénarios qu'ils ont présentés de manière volontairement d'ailleurs très contrastée. On a 4 orientations un peu, en tout cas, singulières pour une neutralité, pour atteindre cette neutralité 2050. On en parle depuis ce matin, on l'a évoqué notamment avec Franck Lacroix hier matin dans l'auditorium, directeur général adjoint de NJ Solutions. En parallèle, d'ailleurs, l'ADEME et l'ARCEP qui ont publié une étude conjointe sur l'empreinte environnementale du numérique en 2020, en 2030 et en 2050, avec ces échéances-là. Qu'est-ce qu'il faut en retenir véritablement? Et d'ailleurs, très concrètement, où la Croix se positionne par rapport à ces études et ces résultats? Alors oui, ces 4 scénarios de l'ADEME que je ne vais pas décrire dans le détail, mais j'invite tous ceux qui ne les connaissent pas à aller voir sur le site de l'ADEME parce que c'est très bien fait. Ça représente 4 finalement chemins cohérents vers la neutralité carbone 2050 pour la France. On est sur un périmètre français. Et sans rentrer dans le détail, ces 4 scénarios, en fait, il y a 2 extrêmes de chaque côté. Le scénario 1, on est vraiment sur des scénarios de contraintes, de sobriété, très forte sobriété, de changement de mode de vie, de décroissance. Et à l'autre extrême, on a le pari réparateur avec, de mon point de vue, un technosolutionnisme exacerbé, avec un pari que des technos, qui parfois n'existent même pas encore, vont pouvoir réparer l'impact de l'activité humaine. Qu'est-ce qu'on retient de tous ces scénarios-là, à part une graduation entre la technologie et l'évolution des modes de vie? Moi, je retiens 2 points clés. Un point clé, c'est dans les 4 scénarios, on a quand même une forte réduction de la demande d'énergie, soit par de la décroissance, soit par une évolution technologique forte, qu'on est sur les 2 extrêmes. Et puis l'autre point clé, c'est que dans chacun des scénarios, la part du numérique reste importante. Et alors, ça, c'est le complément de l'ARCEP qui est extrêmement intéressant, qui est une modélisation où, quand on regarde dans le numérique les devices, les objets qui finalement produisent du numérique, alors c'est large, on passe de la TV, smartphone, multimédia, ordi, les stockages de la data aussi. Qu'est-ce qu'on voit? Le scénario 1 de grande sobriété, on divise par 2 les devices. Le scénario 4, on multiplie par 14. Mais dans cette part du numérique, quand on regarde l'IoT, donc les objets connectés, on voit que même dans le scénario de frugal, de plus grande sobriété, on ne diminue pas le nombre d'IoT qui reste indispensable. Scénario 2 x 4, scénario 3 x 15. Scénario 3, c'est les technologies vertes. Et scénario 4, on est à x 43. Et donc, nous, la vision Lacroix, c'est que la réalité, c'est qu'il y aura sans doute un mix de ces scénarios-là au niveau français, mais au niveau planétaire aussi. Tous ne sont pas finançables dans toutes les régions du monde. Le scénario 1 est peut-être difficile à accepter du point de vue de la population aujourd'hui. Le scénario 4 pose des questions sur les limites planétaires, notamment des ressources naturelles. Au niveau de la Croix, on adapte notre stratégie en considérant qu'on va être sur un mix scénario 2 et 3, avec des projections et un focus sur finalement ces IoT, avec une conviction, c'est qu'il faut qu'on base nos investissements sur une tech utile, et donc des solutions IoT qui vont finalement avoir un impact positif supérieur à l'impact de toute tech, de leur production, le fait de faire tourner ces devices pour amener à des vraies solutions positives, environnementales et énergétiques. Vincent, on va évidemment les citer pour que ce soit très clair pour nos amis. Scénario 1, génération frugale, vous l'avez évoqué effectivement dans la partie extrême. Scénario 2, coopération territoriale, on pourrait y revenir et vous l'incarnez d'ailleurs pleinement en étant ici sur cette scène. Nous l'incarnons durant ces 2 journées. Scénario 3, technologie verte, celle que vous évoquez. On a bien compris que vous vous situez entre la 2 et la 3.
Et le dernier, le pari réparateur ultra techno-solutionniste, que peut-être vous repoussez légèrement. Hugues, alors moi ça m'intéresse, comment est-ce que vous vous situez vous? Comment est-ce que vous avez envie de vous situer à la lecture, au regard, eu égard justement à ces 4 scénarios? Est-ce que pleinement également vous suivez le chemin, le sillage de Lacroix sur ces sujets-là? En fait, je dirais, ces scénarios sont peut-être un peu des invariants pour nous, parce que, comme Vincent l'a dit, dans tous les cas de figure, les objets connectés, l'IoT, c'est le socle. Donc, ces objets qui participent à ces petites usines, finalement, qui produisent les énergies dont on a besoin, à ces infrastructures qui les distribuent, qui les acheminent à leur point de consommation, et les outils qui aident finalement aussi à suivre la consommation et à l'optimiser, ils sont tous connectés. Donc on a des enjeux très forts en matière de technologie de connectivité, en matière de protocole d'interopérabilité, en matière de maîtrise de la qualité, de la permanence de fonctionnement de tout ça. C'est le socle, à quelque part, des technologies du numérique. Donc, à quelque part, c'est notre socle. C'est la maîtrise de la connectivité. C'est une des expertises de Niji. On est très à l'aise sur ce sujet. On est très à l'aise aussi dans la compréhension des modèles opératoires associés à ces infrastructures technologiques complexes et très hétérogènes. Et donc, c'est un premier élément de raison d'être là-dessus. C'est connecté, donc ça parle. Et ça parle d'ailleurs beaucoup, parce que c'est de plus en plus conçu pour remonter beaucoup d'informations. Donc, abondance de données, data, puisqu'on aime bien les anglicismes et les abréviations dans notre univers. Donc cette data, elle est de plus en plus abondante. Il faut la collecter. Donc il faut concevoir et mettre en œuvre des plateformes qui permettent de la collecter. Il faut, le cas échéant d'ailleurs, la confronter à des données qui viennent d'autres sources que ces seules usines et ces infrastructures liées aux multiples énergies, qui peuvent être des données météorologiques, d'ordre socio-économique, très conjoncturel, très local. Tout ça, c'est du logiciel, c'est de l'architecture, c'est la conception de plateformes résilientes, scalable, comme disent les Anglais, c'est-à-dire qu'ils puissent monter en puissance, parce que bien sûr la volumétrie augmente. C'est aussi un de nos savoir-faire. Et ensuite, pourquoi on collecte toute cette donnée, pourquoi on l'agence, pourquoi on la valide, pourquoi on la prépare? Eh bien, on la prépare à des fins d'utilisation, à des fins d'application d'algorithmie, qui vont permettre de créer des intelligences augmentées. Je me refuse à les qualifier d'artificielles, je trouve ça trop hors sol. Je préfère augmenter parce que ça veut dire qu'elles vont venir augmenter l'intelligence des gens qui sont déjà à leur poste, chez les opérateurs, chez les fournisseurs de solutions, et qui ne vont pas se sentir exclus, mais au contraire, qui vont se sentir grandir dans leur expertise et dans leurs tâches, et qui vont du coup devenir des utilisateurs de ces outils, voire plébisciter ces outils, ce qui dans les 2 cas de figure est important. Et donc ça, c'est du logiciel. Le logiciel, c'est la pâte à modeler, c'est le ciment de nos métiers de réalisation de dispositifs technologiques clés en main. Et puis, je l'ai cité, il y a des utilisateurs, et on veut en faire des utilisateurs avertis, augmentés, qui plébiscitent ces solutions. Et pour ça, il faut qu'on conçoive des interfaces d'utilisation qui donnent envie. Donc ça, c'est un des métiers clés de Niji, c'est le design. Mettre l'utilisateur au cœur de tout, faire qu'il a vraiment l'impression que ça a été conçu pour lui tout seul, alors qu'il n'a peut-être jamais été interrogé, puisque ce sont des expertises et des savoir-faire qui permettent d'avancer sans nécessairement avoir toute la quantité, toute la diversité d'utilisateurs autour de soi. Donc on est très à l'aise là-dessus. Et puis bien évidemment, last but not least, la cerise sur le gâteau, les menaces cyber qui pèsent sur toutes ces infrastructures technologiques qu'on constitue de la sorte sont énormes. Et donc si elles ne sont pas, pardonnez-moi, cybersécurisées by design, c'est-à-dire au plus profond de leur conception, donc ça c'est le métier d'un technology vendor, d'un offreur de solutions comme Lacroix, et si celui qui les assemble, qui les opère et qui crée la valeur associée, l'opérateur, Veolia, ne prend pas soin de ces sujets, alors on fait courir des risques énormes. Imaginez-vous l'eau. L'eau, c'est au cœur de nos vies. Imaginez-vous qu'on puisse rentrer dans le système, le dévier et mettre du poison dans l'eau. Il y a sans doute eu des livres complètement fous écrits sur cette perspective, mais enfin bon, elle n'est pas complètement improbable si on n'en prend pas garde. Donc il y a des enjeux très très forts. Donc nous, si je puis dire, on est comme un poisson dans l'eau dans cette rencontre entre le numérique et les transitions énergétiques. Donc, on a bien compris, solution efficiente, très très interconnectée, gros travail évidemment de connectivité que vous soulevez.
des solutions qui doivent être un peu sexy, permettez-moi l'expression quand même, pour une meilleure évidemment utilisation et préhension. On reviendra sur l'aspect quand même sobriété, parce que ça a été évoqué par Vincent. Je veux qu'on ait évidemment ce sujet, parce que évidemment technologie verte, vous l'avez évoqué Vincent. Pierre Ewout, scénario complètement fou, ou pas si improbable que ça, de pouvoir entrer sur les réseaux d'eau français, parce que Hugues l'évoque. Vous l'avez évoqué, c'est une gestion du risque. Donc c'est un risque auquel on est confronté, qu'on intègre physiquement déjà. Donc nos sites sont surveillés, contrôlés à distance. Nos systèmes font l'objet d'une vigilance extrême du point de vue du risque de la cybersécurité. On fait l'objet de cyberattaques, comme tous nos appareils tous les jours. Donc on est organisé, équipé, vigilant, et on fait très attention à cette thématique-là. C'est une priorité absolue. Puisqu'on fournit une eau pour la partie eau potable. Donc oui, c'est un risque, il existe, il est présent. Et donc on a toute une série de contre-mesures, pas uniquement dans les systèmes de gestion, aussi dans le contrôle qu'on fait, puisqu'on a, par exemple, alors la donnée est très importante, parce que nos services fonctionnent, on transforme quelque chose, c'est-à-dire l'eau de la mer, elle n'est pas nativement buvable. L'eau qu'on a rejetée, elle n'est pas naturellement rejetable à l'environnement, sauf à causer des dommages. Donc on la traite. Pour la traiter, on la processe. Pour la processer, il faut savoir dans quel état elle est et dans quel état on doit l'amener. Donc on mesure. Donc, notamment sur ce sujet de la qualité, on a notamment développé des sondes technologiques. On fait de la micro-mesure pour pouvoir l'installer, notamment sur des réseaux. Donc c'est des sondes technologiques propriétaires Veolia, ces sondes CAPTA, qui corrèlent un certain nombre de paramètres. Ils sont capables de mesurer à distance. Donc là aussi, on échange beaucoup de données. Donc on est dans le monde des objets connectés et qui vérifient en temps réel les déviations et nous envoie des alertes sur est-ce qu'il se passe quelque chose ou pas sur la qualité de l'eau qui serait anormale et qui n'est pas liée à notre production. Et donc, voilà, c'est un sujet très sérieux et évidemment, on est très mobilisés sur cette thématique. Et merci donc de nous rassurer ce matin. Mais c'est intéressant parce que ça va vraiment dans le sillage de ce qu'évoquait hier l'ancien ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui nous a fait le plaisir évidemment d'une intervention et qui parlait de ces espaces contestés, espace, océan et cyber, bien entendu. On reviendra sur ces sujets cyber et ces sujets extrêmement sensibles. Vincent, peut-être pour être tout à fait concret pour nos amis, parce que c'est aussi évidemment le sujet de nos interventions, quelles solutions numériques vous développez pour accompagner les entreprises et les collectivités dans leur transition énergétique et environnementale, j'y insiste, et notamment peut-être un sujet, on parlera évidemment de votre coopération avec Veolia dans quelques instants, mais d'abord peut-être sur des sujets mobilité, parce que vous vous intéressez notamment aux villes. Alors, au niveau de la Croix, on va intervenir à deux niveaux différents. Soit on va intervenir en fournissant, en designant, produisant des cartes électroniques, des équipements électroniques qui s'intègrent directement dans les équipements ou dans les objets de différents secteurs industriels, automobiles, aéronautique, médical et défense, la domotique aussi ou le bâtiment. Donc là, on amène de l'intelligence par des fonctions électroniques. On propose également des solutions IoT en marque blanche, donc la capacité de connecter des capteurs, de remonter de la donnée, d'opérer cette donnée-là pour des gens qui peuvent avoir besoin de ce type de solution, dont ce n'est pas le métier, mais qui ont par contre des enjeux de mesurer et d'optimiser le fonctionnement de tout un nombre d'équipements. Ça, c'est plutôt en marque blanche. Et puis après, on a nos solutions, nos propres solutions connectées à travers les activités City Environnement, où là, on va fournir des IoT dans des verticales métiers, permettant de rendre l'éclairage public plus intelligent. Donc on ne fait pas la lumière, nous on fait les capteurs, on fait la télégestion, le raccordement électrique, les solutions de raccordement. Et ça, tout de suite, ça permet de diminuer la facture d'électricité d'une collectivité, que le réseau soit opéré par la collectivité ou par un exploitant. C'est un enjeu majeur, sans avoir recours à on éteint tout, avec les problématiques de sécurité ou de sentiment d'insécurité que ça peut générer. On fait la même chose sur de la gestion de trafic. Dans la gestion de trafic, quand on interconnecte des contrôleurs de feu de Carrefour ou avec différents systèmes et qu'on connecte ça notamment avec des transports, des transports en commun, les dernières expérimentations qu'on a pu faire, on diminue de 25% le taux de tournée des bus dans une ville comme Toulouse, par exemple, qui est bien chargée, parce qu'on régule la vitesse et parce qu'on est en communication temps réel, on mesure en communication temps réel et on fait de la micro-régulation aussi
au niveau des carrefours, qui doivent de plus en plus aussi intégrer toutes les typologies de mobilité qui se croisent dans un carrefour. Les carrefours parisiens, les trottinettes et autres, je pense que ça parle à tout le monde. On fait aussi la même chose dans les smart grids. Donc nos solutions IoT, réseau électrique intelligent, nos solutions IoT permettent de raccorder les énergies renouvelables, donc la multiplication de ces points de raccordement liés aux énergies renouvelables, pour intégrer ça dans un réseau électrique, avec un enjeu bien sûr de cybersécurité, mais un enjeu majeur pour l'opérateur d'équilibrer en permanence le réseau sur des choses qui ne sont pas toujours prévisibles. Et puis alors on intervient dans les réseaux de froid, les réseaux de chaleur et dans l'eau, où nos équipements permettent de piloter des châteaux d'eau, des stations d'épuration, des postes de relevage, faire la détection de fuite. Après, sur tous ces sujets-là, est-ce qu'on peut faire ? Je pense que et Pierre nous en dira. Pierre en parler mieux que moi. Et évidemment, et vous pourrez compléter très rapidement quand même, Vincent, sur ce sujet peut-être un peu d'évangélisation, pardon de le dire comme ça. On est entre très très convaincus, le credo est très fort ici. Quand vous allez voir aujourd'hui les collectivités, quel accueil elles vous réservent, notamment dans l'achat de ces solutions et la capacité d'investir, et aussi dans le sujet sensible de la data qu'évoquait Hugues tout à l'heure. On va remettre de la data dans ces appareils, dans ces solutions. Est-ce qu'ils y vont facilement ? Capacité d'investissement, de financement et culture numérique sur ces sujets. Dans toutes ces solutions, suivant les cas d'usage que j'ai pu évoquer, la maturité elle peut être assez hétérogène. Ça dépend aussi si on est en délégation de services publics avec des grands exploitants qui ont un niveau de maturité, de mon point de vue, supérieur. Ça dépend aussi de la taille des métropoles, des services techniques. On a quand même un enjeu d'évangélisation et d'apporter des solutions, que ce soit en délégation de services publics ou directement auprès de métropoles, très simples. Avec, on le voit, c'est vrai en France, mais c'est vrai hors de France, des collectivités dont ce n'est pas le métier, qui elles-mêmes ont un enjeu de transformation, leur propre enjeu de gestion de la data ou du numérique au sens large. Et donc, nous, notre métier, ça va être de rendre ça le plus simple possible, malgré les contraintes qui augmentent de cybersécurité. Ça veut dire qu'il faut que finalement l'interface utilisateur, on parlait de réalité, d'intelligence augmentée, à la fin, ça va être des humains qui vont opérer des systèmes. Il faut que ce soit simple et il faut que la preuve de la valeur ajoutée de ces solutions soit assez probant, assez fort. Avec les économies que vous évoquiez, notamment sur la partie énergétique. Pierre, je voudrais évidemment qu'on fasse un focus avec vous. Focus eau, vous l'avez évidemment et rappelé, sujet hautement sensible de ce service que vous apportez aux Français, notamment avec quelques éléments de contexte justement sur les constituants de la gestion de ce produit et comment évolue la consommation énergétique liée proprement à cette gestion. Alors, peut-être un ordre des ordres de grandeur. Oui. Au niveau mondial, selon le rapport de l'ONU, la part de l'énergie mondiale concernée au traitement de l'eau, à sa production, à sa distribution, pour cette partie-là, c'est un petit peu moins de 10%. C'est 8%. Donc c'est quand même significatif. Parce qu'effectivement, l'eau, il faut la pomper, il faut la mettre dans des tuyaux, il faut la pousser, il faut la traiter. Ça consomme de l'énergie, et puis ensuite il faut la distribuer au robinet où il y a de la pression. Cette pression, c'est l'énergie. Vous parliez de château d'eau, il faut la monter. Et quand on monte des mètres cubes et des tonnes d'eau, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est pour donner les ordres de grandeur. Donc en fait, nous sommes un grand consommateur d'énergie. En France, on consomme quand même quelques parts significatives d'énergie. Voilà, c'est pas moins que d'autres, mais quand même pas mal. Ensuite, peut-être vous dire la production d'eau potable versus le traitement des eaux usées. Donc rendre l'eau propre à la consommation humaine, on en a parlé. Et ensuite, une fois qu'on l'a utilisée et qu'on l'a salie, la dépolluer pour soit la retourner au milieu naturel, soit avoir un autre usage, c'est équivalent. La part d'énergie. En revanche, le poids du corps n'est pas tout à fait mis au même endroit. Les stations d'épuration sont de grandes consommatrices d'énergie parce qu'on doit notamment beaucoup, sans rentrer dans les détails, mais aérer, agiter, donc pour activer les phénomènes biologiques d'épuration de l'eau, principalement. Les systèmes de production d'eau potable sont équivalents, donc, entre la partie réseau et la partie usine. Alors, en moyenne, en fonction des technologies implantées, évidemment, dessaler de l'eau de mer, c'est beaucoup plus consommateur que simplement chlorer ou filtrer par gravité une eau
déjà de très bonne qualité. Donc voilà déjà les ordres de grandeur dont on parle. Donc en fait, les systèmes d'eau sont très énergivores, et donc c'est une préoccupation pour nous, notamment dans des périodes de volatilité des prix de l'énergie, d'augmentation des prix de l'énergie, que de maintenir la base de coûts sous contrôle, parce que sinon effectivement ça dérive très très rapidement. Et comment concrètement le digital peut vous aider à réduire les coûts, puisque vous êtes un gros consommateur et d'énergie, dans le sillage de ce qu'évoquait, de ce que Quincé a évoqué Vincent à l'instant? Alors le panel de solutions et d'approche, il est assez large. Je dirais sur le digital nous aide dans un premier temps à ne pas gaspiller. C'est quand même une partie importante. Savoir ce qu'on consomme, où on le consomme, comment on le consomme. Donc l'équivalent des fuites pour les professionnels du monde de l'eau, mais du côté énergétique, c'est-à-dire on a besoin de mesurer. Et en mesurant, en regardant ce qu'on consomme, on observe par exemple des variations, des dérives, ce qui nous permet de nous dire cette partie-là du système, que ce soit dans une usine, que ce soit sur un réseau, il dérive. Et donc d'appliquer des mesures conservatrices. Donc ça, c'est très lié à l'exploitation. Et puis ensuite, il y a des choses qui sont embarquées, c'est-à-dire les technologies deviennent de plus en plus connectées, embarquent de la mesure. Cette mesure, elle est communiquée, stockée, et elle permet d'appliquer nos savoir-faire métiers. Donc j'aime beaucoup votre approche des choses. Effectivement, l'intelligence humaine reste là, et elle est augmentée par ce que les machines, ce que la donnée et le logiciel nous permettent ensuite d'analyser. Donc je vais prendre sur ce point-là 2 exemples. Alors, on suit des trends technologiques, donc on a des technologies en place. La particularité peut-être par rapport au monde dans lequel vous vivez, qui est un monde très rythmé, très séquencé, de technologies qui bougent très rapidement. En gros, les infrastructures, parce qu'on opère des infrastructures d'eau, que construisent nos clients et qu'on construit pour eux, lorsqu'ils nous donnent leur confiance, elles vont nous enterrer en fait. Donc aujourd'hui, les usines de production et de traitement ici sur Saint-Malo, elles ont été construites, on n'était probablement pas nés. Voilà. Et celles qu'on construira aujourd'hui, elles vivront 40, 50, 60, etc. Donc le parc installé, il vit avec un niveau technologique, et ce niveau de technologie, il est régulièrement upgradé. Donc les technologies de la donnée, de l'information, l'électronique, la mesure en particulier, évoluant, on régénère régulièrement, dans le cadre de la maintenance patrimoniale, ces équipements. Et là, on utilise la donnée qu'on a, qui est moins que celle qu'on aura demain, voilà, mais on utilise la donnée qu'on a pour bien choisir. Parce qu'on a fait des hypothèses de dimensionnement de ci, de ça, et on voit qu'à l'utilisation, on n'utilise pas tout à fait comme c'était imaginé. Et donc, là déjà, le digital, la donnée nous permet de bien choisir. Je vous prends un exemple tout bête, mais dans notre métier, c'est important, c'est le pompage, qui est un gros poste de consommation énergétique. En analysant ces données-là, on est capable de mieux choisir lors du renouvellement le type de pompe en fonction de son utilisation, de ses courbes d'utilisation technique, pour aller choisir le bon type de pompe. Ce faisant, on fait un meilleur choix d'investissement patrimonial puisqu'on regarde l'investissement et l'exploitation. Donc, une pompe, c'est quand même beaucoup d'énergie. Et donc, on optimise. En faisant ça, on réduit énormément notre consommation énergétique. Sur une année, c'est tout à fait possible pour nous d'aller chercher plusieurs dizaines de mégawattheures de consommation, rien que dans la politique de renouvellement, rien que dans le choix d'un équipement. Et maintenant, quand on va plus loin, c'est ce que vous évoquiez, ces technologies sont augmentées. Donc, c'est-à-dire maintenant, la pompe, c'est pas juste une bête pompe, mais elle est connectée. Et donc, elle envoie de la donnée. Et cette donnée-là nous permet de l'opérer beaucoup plus efficacement. Et c'est là que le digital nous permet aussi d'intervenir, c'est-à-dire en étant beaucoup plus efficace et beaucoup plus fin. Ce qu'un être humain peut faire, on est capable d'opérer la pompe beaucoup plus finement. Dernier point que je voudrais évoquer, peut-être sur cette partie-là qui n'est pas évidente, c'est-à-dire qu'on consomme beaucoup d'énergie, et donc on est sur ce marché de l'énergie. De l'eau, il y en a tout le temps, et notamment dans les heures de pic. Voilà. Et de points de consommation énergétique. Cette énergie, elle est, d'abord, elle n'est pas donnée, mais elle est surtout, en général, très carbonée.
Donc si on veut décarboner, il faut aussi lisser au maximum la consommation énergétique pour qu'on soit sur ou suivre en tout cas la capacité de l'offre d'énergie. Et donc, on a déployé, et notre groupe a une filiale spécialisée dans l'effacement énergétique, qui s'appelle Flexcity. Et donc, on a un effort très particulier qui n'est faisable que par le digital. Humainement, c'est impossible de le faire, ou alors il faudrait qu'on soit une armée derrière chacun des équipements. Donc, c'est un coût insupportable. On efface lors des pics, donc on interagit avec le réseau électrique et on reçoit... c'est une offre de service, on reçoit des consignes d'effacement énergétique. Aujourd'hui, c'est de l'ordre un petit peu plus de 20% de la capacité installée, ou en tout cas appelée pendant les pics, qu'on est capable d'effacer. On peut faire de la marge de progrès, mais on est passé en moins d'un an de 11% à un peu plus de 20%. Donc grâce au digital, la capacité, la facilité de déploiement de ces solutions, on fait des sauts significatifs. C'est bon pour nous, c'est bon pour nos clients et c'est bon pour le bilan carbone. Merci Pierre. Alors avant de comprendre comment, Hugues, vous rentrez en intimité ou en pleine compréhension avec ces sujets très rapidement, Vincent, ça veut dire que là on est en train de vous demander, et à l'écoute des propos évidemment de Pierre, des solutions qui permettent évidemment de réajuster en temps réel la consommation de cette énergie et en plus qui permettent de garder les infrastructures existantes. On ne va pas faire du from scratch, on ne va pas casser les fondations du réseau d'eau qui existent effectivement et qui nous préexisteront. Alors les réseaux d'eau, c'est sûr que non, mais même les équipements qui opèrent toutes ces infrastructures à longue durée de vie, il y a un enjeu quand même de compatibilité dans la durée autant que possible avec quand on arrête le réseau GSM ou la 2G, la 3G, bien sûr ça nécessite de l'upgrade. Donc il y a ce sujet-là. Je pense que dans le point aussi, il faut être conscient par rapport à un client comme Veolia ou n'importe quel exploitant qui gère un grand nombre d'exploitations. On connecte, mais du coup, vous récupérez énormément de données. Vos équipes récupèrent énormément de données, et dans ces données, c'est de la donnée brute, avec des données valides, des fausses alertes, et il y a un enjeu pour pouvoir être efficient d'être en temps réel, et c'est là où il y a besoin d'outils, d'opérer de la donnée. Ça peut être, selon les systèmes, directement dans le device. On parle de plateforme Edge, où l'intelligence va être dans le device, parce que c'est plus efficace, c'est plus efficient. Ça peut être à des niveaux de consolidation de données, mais l'enjeu, c'est que finalement, l'opérateur qui va être en charge d'exploiter cette infrastructure puisse avoir les éléments pour soit paramétrer, programmer de l'automatisation et de l'optimisation, soit aussi détacher des équipes sur place. Donc ça, c'est coûteux. Il faut absolument que si on déplace une équipe sur place, j'imagine, que ce ne soit pas pour rien. Et donc, l'enjeu, c'est pas seulement de la data, c'est vraiment de transmettre de l'information pour aider à la décision ou à l'action. Et donc ça veut dire que moi qui suis un fournisseur de techno, je dois absolument être dans l'intimité, la compréhension du métier de mes clients. Et la plupart des solutions qu'on peut développer, on ne peut pas les développer dans notre coin. On est obligé de faire des expérimentations, du co-design avec nos clients pour que ça colle vraiment à leur métier. Donc pas trop de théorie. Bon, il y a plein de sujets autour de la tech. On peut être passionné de ça, mais derrière, à quoi ça sert et comment c'est utilisé. Et plus c'est en temps réel, plus on a des éléments de correction rapide. Et c'est ça, pour moi, l'avenir. Approche hyper pragmatique. Alors là, évidemment, forcément, vous abondez dans le sens de Vincent. On a bien vu une vraie histoire d'amour. J'aime la façon dont vous comprenez nos métiers, tout à l'heure évoqués par Pierre. Ça commence par une compréhension des métiers, entrer en intimité avec ces métiers pour que cette coopération, notamment territoriale, illustrée par la Bretagne aujourd'hui, fonctionne bien. Alors, moi je dis souvent que c'est ce qui me fait me lever le matin, à mon grand âge, encore, en allant vraiment envie d'aller au boulot en tant que patron de cette entreprise. C'est justement que je sais que pendant la journée, je vais apprendre 10 fois plus que tout ce que j'ai appris dans ma vie jusqu'ici. Donc c'est cette envie d'apprendre, c'est cette envie d'écouter, c'est cette capacité à entrer en intimité, effectivement, comme vous le dites très justement Clément, avec les enjeux, les problématiques, les craintes parfois, les certitudes de temps en temps de nos clients. Donc ça, c'est un métier chez nous, c'est le métier de conseil. C'est le métier qui s'intéresse au pourquoi des choses, pourquoi le ferais-je. Donc c'est un métier qui consiste effectivement à comprendre, fonctionnellement parlant, le client, et pas que dans la pensée, mais aussi et beaucoup dans l'opératoire, dans les métiers d'exploitation, qui sont le cœur des métiers d'un acteur comme Veolia, et à quelque part le cœur de l'offre produit d'un acteur comme la Croix. Donc c'est comprendre ces enjeux fonctionnels et voir en quoi
le numérique va amener des évolutions possibles ou nécessaires, notamment en regard de points réglementaires qu'on a peu évoqués mais qui sont extrêmement structurants malgré tout dans ce grand paysage de l'énergétique, et d'aider ensuite le client à prioriser les choses, à donner plus ou moins d'importance à telle ou telle perspective d'évolution par le numérique de quelque chose, de réaliser une feuille de route finalement en priorisant les choses aussi à l'aune d'ailleurs de ce que ça va coûter et de l'échéance à laquelle ça va pouvoir peut-être rapporter quelque chose, ce qui suppose effectivement d'avoir une vision de tout le cycle de vie côté client, et notamment de l'aspect exploitation, surtout quand elle s'inscrit dans la durée, parce que les concessions sont très longues, parce que les infrastructures physiques qu'on déploie sont très résistantes, en tout cas elles sont étudiées pour, et qu'elles vont rester longtemps. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le pourquoi. C'est le métier de conseil. Bon. Et puis après, je l'ai dit, le métier de design, mettre l'utilisateur au cœur de tout ça, le design cognitif, l'interaction, l'émotion même que l'utilisateur va pouvoir ressentir en utilisant telle interface plutôt qu'une autre, moins dans des applications professionnelles, plus dans des applications grand public dont il n'est pas question ici, dont il peut être question malgré tout, parce que le consommateur, au final, il aime pouvoir suivre ce qu'il consomme, la façon avec laquelle il le consomme. On voit de plus en plus d'applications comme EDF et moi, par exemple, qui a fait l'objet de beaucoup d'attention de la part de Niji, ici d'ailleurs à Rennes. On offre de plus en plus de petits outils très faciles à utiliser qui permettent de regarder des scénarios de consommation, d'optimisation, de responsabiliser davantage le consommateur. Mais si je reviens au métier professionnel, il y a aussi un enjeu de graphisme, d'agrément d'utilisation, de choix de forme, de couleur, bref, c'est le design artistique, visuel, on est sur tout ça. Et puis ensuite, effectivement, faire les bons choix technologiques, le comment faire les bons choix technologiques pour implémenter. Et là, sur la question de l'engagement énergétique, comment on s'assure que le travail que l'on fait dans ces trois métiers de conseil, de design et de réalisation technologique soit effectivement plus frugal, aboutisse, permette à nos clients, accompagne nos clients dans leur souci de frugalité, dans leur souci de plus grande sobriété, de sufficiency, comme dit quelqu'un que vous connaissez très bien, énergétique, voilà, ça se fait à tous les niveaux. C'est-à-dire que si je suis bien organisé pour véritablement entrer en intimité avec les enjeux de mon client, alors si mon client a mis cette sobriété au cœur de ces enjeux, je ne peux pas passer à côté de ces enjeux que je dois donc reporter complètement dans l'analyse que je l'aide à faire et dans la priorisation que je l'aide à faire de ces transformations, dans les recommandations que je lui fais. Attention, là vous êtes peut-être en train de concevoir un service, une fonctionnalité qui n'est pas exactement en face de ce que j'ai compris être votre vision de la façon avec laquelle vous vouliez faire les choses pour devenir plus économe du point de vue énergétique. Et donc, je me permets, monsieur le client, de vous dire qu'il y aurait peut-être une façon plus simple de le faire, compte tenu par ailleurs de ce que les technologies permettent de faire aujourd'hui, d'où l'importance de ne pas n'être qu'un acteur du conseil, mais d'être un acteur du conseil éclairé, coupable de devoir mettre en œuvre technologiquement ensuite, parce que souvent, la personne à laquelle on s'adresse quand on entre en intimité chez le client, c'est ce qu'on appelle un stakeholder, un shareholder parfois d'ailleurs, un actionnaire, dans tous les cas un business owner, quelqu'un qui a une approche par les enjeux stratégiques et le fonctionnel et pas par la techno. Je ne doute pas un seul instant que Pierre soit un fin limier de la technologie, mais enfin ce n'est pas forcément son quotidien. Oui. C'est le nôtre. Oui. Bon. Et donc au niveau du conseil, on sait vraiment faire que la trajectoire d'emblée dans la conception soit sobre. Au niveau de l'interaction, alors là, après la plénière, j'encourage tout le monde à aller sur le site de Niji, www.niji.fr. Voilà qui est fait. Très bien. C'est pas BZH, c'est pas BZH, bon. C'est FR. Ouais, bon. ouais. Et vous verrez ce que peut être une implémentation un peu radicale d'un site internet, donc à quelque part d'un dispositif numérique interactif, qui veut placer l'éco-responsabilité au cœur de ce qu'il est. Et ça passe par le fait que les interactions qu'on propose, le cognitif, soient économes. Ça passe par le fait qu'on n'ait pas une débauche de vidéos et d'audio et de je ne sais quoi qui vont être extrêmement consommatrices de ressources derrière. Donc sobriété, on l'a bien compris, du début à la fin. Dans vos métiers également, du début à la fin, toute la chaîne. Même si, pardonnez-moi Clément, je me permets quand même de mentionner que dans ce vaste monde du numérique qui porte 4% d'émissions des gaz à effet de serre, comme les avions dont on nous parle tous les jours, ce qui représente 90%, c'est le matériel.
C'est cette course à l'échalote de vouloir sans cesse avoir un nouvel écran, un nouveau smartphone, un nouveau PC, un nouveau... Voilà. Et là aussi, dans les choix managériaux, il faut être extrêmement clair. Il est des fonctions qui doivent bénéficier du dernier cri parce qu'il en va de la criticité de leur mission, et donc il n'y a pas de question, il faut renouveler tous les 2 ans ou tous les 3 ans, mais il est aussi des fonctions qui peuvent s'accommoder d'utiliser le même écran, le même terminal, le même environnement de travail pendant 10 ans ou pendant 15 ans, ce qui est de fait un peu le cas des dispositifs de contrôle qui sont associés aux infrastructures du monde de l'énergie et de l'eau en particulier. Alors justement, côté Veolia France, ces nouveaux défis, on voit bien ce contexte de transformation un peu radical. On a évoqué une réglementation qui va pousser, de toute façon, qui va vous pousser à agir. Quel est le moral des troupes chez Veolia France aujourd'hui? Vous êtes au pied du mur ou vous voyez ça plutôt comme des opportunités à relever? Bon, c'est une opportunité. On voit bien les progrès qui ont été accomplis grâce au digital, l'électrification. Ça a commencé par l'électrification. Voilà, donc l'électrification, la mesure, on fait des choses aujourd'hui qu'on était incapable de faire il y a il y a 5 ans. Donc nous, c'est clairement une opportunité. Nos métiers sont vieux, dans le bon sens du terme. Ils sont anciens, donc c'est des bons candidats à être augmentés. Bon, si on reprend ce terme-là, c'est des bons candidats à être augmentés. Je vais vous donner 2 exemples, peut-être, qui me viennent à l'esprit là maintenant. On parle de l'usager. Donc nous, nos clients sont des collectivités. Et ces collectivités-là nous confient un service qu'on opère. C'est elles qui sont responsables, qui sont en première ligne, elles délèguent cette responsabilité. À la fin, c'est nous tous. C'est les territoires, l'usager. L'usager, il y a 20 ans, le compteur, même pour certains encore d'entre nous, il est... alors si vous habitez un immeuble, vous ne savez pas où il est. À la sobriété, si je ne sais pas où est mon compteur, c'est compliqué. Ouais, donc voilà, il faut rouler sur l'autoroute à 130 sans compteur de vitesse. Bon, comment on fait? Donc, qu'a permis... Et à la maison, quand on est un habitant, là je suis la boîte verte, on soulève, on relève le compteur. Ouais, au mieux. Relever le compteur. Au mieux, parce que vous habitez une maison qui a peut-être été construite par votre grand-père, votre grand-mère. C'est au fond du jardin, à côté du puits, dans un truc que j'ose même pas appeler un regard, voilà, donc qui est dans l'eau. Et il faut aller, voilà, suit sa consommation, qui est quand même aujourd'hui, donc vous parlez des écrans, dont moi je me sens coupable maintenant. On suit sa consommation, on est habitué à cette instantanéité. Où est mon, je sais pas quoi d'Amazon, voilà. Eh ben, avec le compteur d'eau, il y a 20 ans, c'était impossible, ou quasiment. Il y a 10 ans, c'était éventuellement un luxe. Il y a 5 ans, c'était compliqué. Aujourd'hui, ça devient très très largement possible. Grâce à quoi? Nous, on a des enjeux, par exemple, énergétiques. Vous allez poser un compteur. L'objectif, c'est, entre guillemets, durant sa durée de vie, ne jamais y revenir. Si vous devez y revenir, que vous l'équipez électroniquement, c'est impossible. Ensuite, il doit être autonome. Parce que la majorité, quand même, des compteurs ressemble un peu à ce que j'ai dit, c'est-à-dire la maison avec... voilà, le cabanon au fond du jardin, dans l'eau. Tirer une ligne sur un objet qui va être inondé, humide, la majeure partie du temps, ça fait pas... Donc il faut que ce soit autonome. Et il faut que ça dure 15 à 20 ans. Donc comment on fait un objet communicant où on veut de l'instantanéité? Voilà. Aujourd'hui, c'est possible. Pour un suivi et sa maîtrise de la consommation. Exactement. Et donc, c'est indispensable. Le digital nous amène à ça. Deuxième exemple, je sais que le temps est précieux, je vais être rapide. Merci, Pierre. Sur les process. Aujourd'hui, nous, on opère nos usines avec des systèmes de contrôle. Les systèmes de contrôle sont intelligents. Mais il est possible d'aller plus loin. Donc, dans la salle aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir nos collègues, confrères de Pure Control, qui est une société locale, bretonne, qui est une start-up, avec qui on est en collaboration depuis 2019. On a fait des tests. Et alors c'est l'intelligence artificielle, pardon, mais donc augmentée, on va dire, permet... sur certains éléments, par exemple l'aération des stations d'épuration, et demain d'autres cas d'usage, d'observer des baisses significatives de l'ordre jusqu'à 20%, entre 5, 10, 15% des consommations énergétiques sur des gros systèmes, des grosses usines, vous voyez, qui traitent plusieurs centaines de milliers d'habitants.
c'est possible, on dirait, indépendamment du système de pur contrôle, par une présence. Maintenant, une usine de production d'eau potable ou une station d'épuration qui est au milieu de la campagne, pour laquelle qui voit un opérateur tous les je ne sais pas combien. Voilà. En tout cas, certainement pas toutes les heures de la journée. Ben, cette opération, cette optimisation, elle est très compliquée et en tout cas, elle peut être très coûteuse. Un système comme celui de Pure Control, dont nous sommes aujourd'hui un partenaire et un actionnaire, nous permet d'atteindre une nouvelle frontière. Donc le digital, c'est génial. Donc ça nous permet d'aller beaucoup plus loin si on n'ignore pas le métier. Parce qu'effectivement, si on fait de la construction théorique, là, on tombe sur un écueil qu'on va avoir une technologie qui va être sympa, mais qui va rester sur le coin de la table. Et nous, on a besoin de les descendre au plus près du terrain avec cette granularité. Voilà. Bonne compréhension des enjeux, on l'a bien compris. Vous évoquez évidemment cette relation avec les acteurs du territoire. Vincent, peut-être pour terminer rapidement, votre relation à vous, à Lacroix, je parlais évidemment d'une entreprise et d'une ETI installée sur l'ensemble de la planète, la relation que vous avez avec la Bretagne, l'ancrage, les besoins de talents dont vous aurez besoin pour vous accompagner dans à moyen long terme là. Alors, Lacroix, le 80% de nos activités, le berceau était la métropole de Rennes. Donc forcément, on a un attachement particulier. On reste très présent. On a 300 personnes, autour de 300 personnes encore en Bretagne, beaucoup autour de la métropole rennaise. Et on a surtout le centre de gravité de notre R&D. Donc toutes ces technologies que l'on peut développer, on est forcément dépendant, ou en tout cas partie prenante, d'un écosystème breton qui allie des compétences sur la data, sur le logiciel, sur l'électronique, sur les télécoms, pour être capable, pas tout seul dans notre coin, avec ces écosystèmes, de pouvoir développer ces solutions de demain. Donc ça, c'est clé, avec un enjeu majeur, par contre, et on en échange régulièrement avec les acteurs aussi du territoire, un enjeu qu'on a tous dans notre écosystème, c'est les compétences, c'est les ressources, et c'est fondamental pour nous de voir aussi le territoire breton se projeter et être conscient qu'on est déjà en pénurie aujourd'hui. Pour mettre en place toutes ces solutions, il va falloir plus de compétences, plus de ressources. Donc aussi une stratégie territoriale pour attirer les talents, les retenir et puis les développer. On a commencé, merci Vincent, avec le scénario de l'ADEME, justement, coopération territoriale. Hugues, peut-être pour terminer en quelques mots, merci, mais l'alignement de planète là, que vous incarnez, on aurait pu aussi avoir la puissance publique politique, l'ambition et la vision politique, incarnée notamment par président Chéné-Girard. C'est ça dont on a besoin pour que ça marche. On a tout pour réussir, en Bretagne particulièrement. Oui, je pense sur ces sujets-là, on parle vraiment de révolution énergétique. Là. Oui, je pense qu'en fait, il y a un sentiment d'appartenance à l'ensemble en Bretagne qui est particulièrement fort et qui est probablement aidé par le caractère péninsulaire et même dans certains cas insulaire du territoire qui offre la perspective de frontières bien matérialisées et qui a quelque part renferme, si on veut le dire négativement, les gens et les invite à travailler plus ensemble, parce qu'une fois de plus, les frontières sont plus nettes. C'est-à-dire que voilà, on ne peut pas aller plus loin que Brest. Après, ça s'arrête et on tombe dans l'eau. Donc, il y a effectivement cet état d'esprit, cette forte intégrité en Bretagne qui consiste à bien savoir faire que toutes les parties prenantes travaillent ensemble. Il y a aussi cette prise de conscience du fait qu'il ne faut pas que l'intégrité devienne de l'intégrisme. Parce que le passage de l'un à l'autre est quand même, tentation du repli, est quand même assez simple, et je le dis en totale liberté, je le dis de la même façon à mes amis élus, dont Loïc Chéné-Girard que vous avez cité tout à l'heure. Il y a une vraie volonté de leur part justement à s'ouvrir le plus possible sur le monde pour éviter justement que l'intégrité devienne de l'intégrisme, tout en conservant l'intégrité, qui est quand même une valeur énorme, et c'est le sens du FEB à quelque part, que de participer à la conservation et même au développement de cette intégrité, parce que le FEB, c'est un forum, ça veut dire ce que ça veut dire, ça fait rencontrer les parties, et notamment les parties de la sphère publique, politique, publique, économique, bien évidemment, ça s'appelle quand même Forum économique breton, associatif aussi, on en parle peu, mais il y en a beaucoup au cours de ces 2 journées, et elles auront un rôle de plus en plus fort à jouer, y compris d'ailleurs dans le développement de la prise de conscience par les parties prenantes, de ces enjeux de responsabilité écologique, environnementale. Il y a beaucoup d'associations qui œuvrent sur ce sujet, et en articulant bien la mission publique, la responsabilité économique avec ce monde associatif,
on peut faire des choses beaucoup plus fortes. Bon, et donc je confirme que la sphère politique en Bretagne est particulièrement facilitatrice du fait que les écosystèmes se développent. On a la chance d'avoir sur un plan technologique un héritage particulièrement fertile, notamment en matière de numérique, autant pour la connectivité dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'historiquement, les télécommunications françaises, et j'en sais quelque chose, l'histoire c'est la Bretagne, la recherche et le développement dans cet univers c'est la Bretagne, elle a vu naître beaucoup d'entreprises très pointues dans cet univers. Probablement que si une entreprise comme Pure Control peut naître aujourd'hui à Rennes, c'est bien parce qu'à quelque part, dans les racines des gens qui la fondent, etc. Bon, okay, bon. Et puis, sur le plan de l'algorithmie dont j'ai parlé tout à l'heure, de l'intelligence augmentée et des logiciels à usage un peu critique, là aussi, on a historiquement un tissu académique particulièrement développé qui a enfanté des initiatives entrepreneuriales extrêmement intéressantes qu'on a parfois consolidées. Alors nous pas parce qu'on a fait 100% de croissance organique jusqu'ici, mais d'autres l'ont fait et tant mieux parce que ça a pérennisé ces acteurs. Donc la Bretagne est un territoire absolument fabuleux pour entreprendre cette conjonction entre transformation numérique et révolution énergétique. C'est clair. DIC et DIF au service évidemment de notre environnement. Vincent Bedouin, 11 secondes, allez rapidement pour terminer. Si je peux juste rajouter sur cet exemple, on a parlé de la vision politique, l'impulsion du président Loïc Chéné-Génard, mais dans l'illustration de ce que peut faire l'écosystème, nous, avec un partenaire rennais, on développe nos nouvelles solutions de détection de fuite d'eau, des solutions en rupture qui ont vocation à durer, à nous projeter sur les 10 prochaines années, sur des solutions qu'on va distribuer dans le monde entier. Aujourd'hui, pour expérimenter, affiner ces solutions, on monte un projet collaboratif et le terrain d'expérimentation, on a trouvé un support fantastique sur la communauté de communes au niveau de Lannion. Donc ce n'est pas qu'au niveau politique de la présidence de région, mais c'est tout le territoire et l'écosystème public joue aussi ce rôle-là, surtout dans nos métiers. Merci d'avoir été laconique. Vincent Bedouin, Pierre Ribotte et Hugues Méli, on peut les applaudir tous les trois, bien entendu, pour leur présence, leur expression. Merci à Niji pour l'initiative de cette séquence et merci pour votre attention. Le FEB continue, vous l'avez bien compris. Ça se passe sur fe-breton.bzh. Bien entendu, excellente journée. À très bientôt, à tout à l'heure pour d'autres séquences.